Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser cette animation à l'aide de Canvas en JavaScript dans un navigateur. Alors pour ça, nous avons besoin de créer un nouveau projet avec notre éditeur préféré, à savoir PHP Storm. Je vais supprimer tout ce qui est là, voilà, je vais créer un nouveau projet. On peut en faire un projet PHP, il n'y a pas de raison, ça va créer aucun fichier particulier. Donc je vais dans Screencast créer un projet que je vais nommer Bouncing Balls. Je vais créer pour commencer une page HTML qui va me servir à afficher le contenu de mon animation. Donc je vais donner comme nom, je vais mettre ça en grand, voilà, je vais donner comme nom à mon document le nom de l'animation, donc Bouncing Balls. Je peux laisser la langue anglaise puisque mon titre est en anglais et je vais rien mettre comme contenu de toute façon ici à l'intérieur. Par contre je vais insérer une balise script puisque l'intégralité de l'animation va être réalisée à l'aide de JavaScript. Je vais charger un script directement ici. Je vais indiquer la source de ce script. Ce sera main.js. Alors je vais commencer par un script qui va être directement dans le même dossier que le fichier index.html. Donc je vais ici créer un nouveau fichier, un fichier JavaScript que je vais nommer main.js. Et ensuite, je modifierai l'intégralité du projet parce que je vais essayer de profiter de ce projet pour introduire la notion de classe et de module ES6 assez rapidement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous aurez l'occasion de mettre en place un système de compilation basé sur Webpack afin de pouvoir, pour vos prochains projets, disposer d'une suite d'outils qui vous permettent de travailler comme le JavaScript moderne le propose. Donc, on va d'abord vérifier que notre fichier est correctement lié. Je vais mettre ici juste lié. Je vais aller dans mon navigateur. Alors, dans PHP Storm, nous avons la possibilité de lancer un serveur directement depuis le fichier. Donc, je vais lancer un serveur ici. Alors ici il va lancer Brave, là il va lancer Firefox. Je vais plutôt lancer Firefox. Voilà, alors ce que j'ai demandé c'est d'afficher lié dans la console. Ne vous tracassez pas pour ceci. On va faire ce qu'il nous demande. Je vais copier et coller l'URL. Voilà, apparemment il y a besoin que... Non, je sais pas très bien, j'ai pas fait attention en fait à ce que je faisais, c'est pas grave. Donc, je vais peut-être agrandir cette fenêtre, ça ne commence pas très bien comme screencast. On va repartir de là, voilà, hop. Voilà, donc on voit ici que notre script JavaScript est correctement lié, donc c'est première étape. Ensuite, nous allons demander à notre script d'insérer pour nous dans la page la balise HTML qui va servir à faire l'affichage. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que l'intégralité finalement de mon application est réalisée en JavaScript et il n'y a pas besoin qu'il y ait un balisage annexe qui soit présent et qui est strictement dépendant de la présence de JavaScript. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas directement stocker, enfin créer l'élément à l'aide de JavaScript.
Donc je vais créer l'élément canvas directement à l'aide de JavaScript ici. Je vais stocker une référence à cet élément créé dans une constante. Je vais l'appeler canvas. Je vais même l'appeler canvas element, comme ceci. Et pour ça, je vais utiliser les fonctions classiques du DOM. Il y a 1000 manières de le faire, évidemment. Donc ici, j'ai un élément que je crée qui s'appelle canvas element dans mon code JavaScript, qui porte le nom canvas en tant que balise. Ensuite, je vais l'ajouter au body. Donc je vais cibler le body. Alors, on peut utiliser différentes méthodes pour insérer l'élément à l'intérieur. Ici, comme j'ai un élément, eh bien, je vais utiliser celle qui est dédiée à l'insertion d'un élément adjacent. Donc, insert adjacent element. Alors, le premier argument demande de préciser à quelle position je veux insérer. Et pour ça, nous disposons d'un ensemble de mots-clés. Moi, je vais l'insérer avant la fin du document. Comme il n'y a que lui dans la page, ben ça convient très bien. Donc, before end. Et ensuite, quel est l'élément à insérer? Ben, c'est canvas element. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais demander que cet élément, l'élément canvas, voit sa taille. Donc ici je peux utiliser les attributs width et height. Ce ne sont pas des attributs CSS, ce sont les attributs de l'élément. Et j'y accède donc en JavaScript comme étant des propriétés de cet objet élément. Donc que les attributs width et height soient définis en fonction de la taille euh, de la fenêtre. Donc ici je vais utiliser inner width et je vais utiliser inner height pour la hauteur. Alors bien sûr mon élément canvas pour le moment n'affiche rien, mais on peut voir qu'il est effectivement présent. Apparemment j'ai fait une petite erreur. Ah oui, j'ai mis 8, c'est inner 8. Voilà, on peut actualiser. Je vois que maintenant l'élément canvas est bien présent correctement ici. Alors on voit qu'il y a des marges, des remplissages vraisemblablement sur l'élément body. Donc ce que je vais faire, c'est je vais aller dans ma page HTML et je vais modifier simplement le style qui s'applique pour le moment par défaut sur l'élément body. Donc je vais mettre des styles directement ici. Pas besoin de créer une feuille de style particulière. Pardon. Pas besoin de créer une feuille de style particulière. Enfin, une feuille de style distincte, je veux dire. Donc ici pour le body, je vais demander que les margins soient de 0, que les paddings soient eux aussi de 0, et je vais aussi demander que l'overflow, donc tout ce qui dépasse, ne soit pas pris en compte. Je vais masquer ceci afin d'éviter d'avoir les barres de scroll qui interagissent avec, le calcul des dimensions. On va voir si ça solutionne un petit peu l'observation que nous avons fait tout à l'heure. Apparemment c'est le cas, notre canvas correspond, semble-t-il, tout à fait à la fenêtre. La fenêtre fait, mon élément canvas fait 936 par 796 ici, et mon body fait 801 pixels de haut, il y a une petite différence. Il faudrait que je regarde à quoi ça correspond. Je pense que en tout état de cause, ceci est juste. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a une légère différence. Alors, on va passer donc maintenant à la suite. Nous avons donc un élément canvas. Cet élément canvas représente donc l'emplacement dans le DOM où nous allons réaliser les modifications de, enfin, où nous allons réaliser le dessin, pardon. Il n'entre pas évidemment dans le propos de cette vidéo de vous
décrire l'intégralité des fonctionnalités qui sont disponibles dans Canvas. Canvas permet de faire bien des choses, et ici c'est une introduction assez succincte. Donc ici je vais me contenter déjà de l'API 2D, puisqu'il existe deux API qui cohabitent dans Canvas, une pour faire de la 3D, une pour faire de la 2D. Donc ici il n'est pas question de faire de la 3D, nous allons faire uniquement de la 2D, donc du dessin qu'on peut considérer comme du dessin bitmap, puisque le canvas c'est seulement une matrice de pixels. Par contre, on exprimera les formes que l'on veut dessiner dans le canvas à l'aide d'instructions qui ressemblent à des instructions vectorielles, puisque il existe basiquement dans Canvas deux formes. D'une part le rectangle et d'autre part le pass ou chemin, qui est donc une succession de points qui nous permettent d'ancrer notre canvas, donc d'allumer des pixels en suivant un chemin que nous décrivons en faisant se déplacer une espèce de crayon virtuel. Alors, en l'occurrence, moi ce que je veux faire, c'est je vais dessiner un cercle. Donc, je vais dessiner un cercle au milieu de mon canvas, et donc comme je veux utiliser les fonctions de dessin 2D, la première étape, eh bien, c'est de récupérer l'ensemble de ces fonctions de dessin 2D qui sont disponibles dans, comme je l'ai dit, le contexte 2D de Canva. Et donc, je vais récupérer ce contexte, je vais l'appeler CTX. Et pour ça, je vais donc cibler mon élément Canvas et je vais dire que la variable CTX doit récupérer le retour de la fonction get, obtenir, contexte. Et vous voyez que j'ai diverses possibilités qui sont disponibles à ce stade. WebGL, bah, c'est la 3D typiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2D, donc on va utiliser 2D. C'est une chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir. Et donc avec ce CTX, nous allons avoir accès à tout un tas de fonctions. Vous pouvez les voir déjà ici. Et ce sont des fonctions qui semblent bien indiquer ce qu'elles veulent dire, hein. Vous pouvez faire un rectangle de nettoyage, avoir un style de remplissage, démarrer un chemin, remplir, il y a la distinction, comme dans les logiciels vectoriels, entre les contours, strokes et les remplissages. Vous pouvez tracer une ligne, vous pouvez ancrer selon cette ligne si vous le voulez, ou selon un chemin. Bref, vous pouvez créer des arcs, alors c'est ce que nous allons utiliser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont disponibles à l'intérieur de cette API de dessin. Donc moi ici, je vais démarrer un chemin. De nouveau, j'insiste, ceci n'est pas un tutoriel exemplaire sur Canvas, hein. C'est une vidéo qui intervient au milieu d'un cours dans lequel on a déjà fait des choses en classe. Donc ici, il y a déjà des choses qu'il faudrait avoir fait, mais je vous renvoie, si vous êtes en train de suivre cette vidéo et qu'il y a des choses qui vous échappent et que vous avez des bases à revoir, je vous renvoie vers le tutoriel, pardon, qui est disponible sur le MDN, sur le Mozilla Developer Network. Il existe un tutoriel complet en une douzaine de chapitres qui vous introduit à tous les concepts fondamentaux de Canvas, y compris l'animation. Donc n'hésitez pas, complétez ce que vous voyez ici à l'aide de ce que vous pourrez trouver sur le MDN, qui reste la source définitive en matière d'apprentissage de JavaScript. Bien, donc moi ici je veux dessiner un cercle. Un cercle, je l'ai dit, il y a deux sortes de primitifs, ce sont les rectangles et les passes. Donc un cercle fait partie des passes. Et je dois donc démarrer un pass pour pouvoir dessiner un cercle. L'étape suivante, ça va être de dessiner un cercle. Alors un cercle, ce n'est jamais qu'un cas particulier d'un arc. C'est un arc qui fait 360 degrés. Donc la première étape, c'est d'indiquer quelle est la coordonnée. On peut revoir peut-être ici, en attendant l'autocomplétion par notre éditeur. Donc la première étape, c'est d'indiquer quelle est la coordonnée en X du centre de ce cercle, ou de l'arc, puisque c'est un arc qui est fait basiquement.
Donc ici, je vais prendre deux valeurs arbitraires, mais on va les changer après. Donc 100 pour l'axe des x, 100 pour l'axe des y. Je vous rappelle que dans Canvas, l'axe des x évolue positivement vers la droite, donc commence à 0 et évolue positivement vers la droite, et l'axe des y évolue positivement vers le bas, donc commence à 0 en haut, donc le point 0, 0 correspond au coin supérieur gauche, et on avance positivement vers le bas. Ensuite, quand on trace un arc, donc vous imaginez que vous attachez une petite ficelle à un clou, vous posez ce clou sur une planche, et puis vous tendez la ficelle, et vous avez au bout de la ficelle un crayon. Eh bien, quelle est la taille de la ficelle? Eh bien, c'est l'information que nous devons donner maintenant, le radius. Donc, je vais dire que je veux un radius de 20 pixels, par exemple. Ensuite, quel est l'angle de départ? L'angle de départ, alors, on peut essayer, on va mettre 0, hein, si on va avoir une valeur remarquable, et on va mettre l'angle de fin, on va choisir un angle, on va pas prendre un angle de 360, sinon on n'aura pas l'occasion de se rendre compte dans quel sens ça tourne, donc dans quel sens notre crayon va tourner autour de notre clou, hein, pour reprendre l'image que j'avais prise tout à l'heure. Donc on va prendre un angle. Alors il y a une chose quand même qui est importante qu'il faut savoir avec Canvas, c'est que les angles ne sont pas exprimés en degrés, mais sont exprimés en radians. Alors la relation entre les angles en degrés et les angles en radians n'est pas compliquée à retenir. Il existe une valeur remarquable, c'est 180 degrés. 180 degrés correspond, je vais l'écrire comme ça, à pi radian. Je vais le mettre en entier. 180 degrés correspond à pi radian. Alors pi, ça veut dire, pourquoi pi? Parce que en fait c'est 3,14 radians. Autrement dit, oubliez un peu, je vais retirer peut-être un peu de tous les détails qui sont là, je vais juste laisser D et R pour que... Voilà, donc oubliez les unités, D et R, vous avez besoin, pour exprimer des angles ici, de faire une conversion entre ce qui est dans votre tête et qui est vraisemblablement en degrés, vers des radians. Vous savez que 180 degrés, c'est 3,14. Donc vous savez que 1 degré, c'est 3,14 divisé par 180. Et si vous voulez du coup 60 degrés, imaginons que vous vouliez 60 degrés, eh bien, alors je vais la faire compliquée, c'est 3,14 divisé par 180, ce qui fait 1, multiplié par 60. Autrement dit, enfin voilà, donc ça c'est le calcul normal que vous devriez faire, mais évidemment pour passer par toutes les valeurs intermédiaires qui sont des fractions de 180 ou des multiples de 180, c'est beaucoup plus facile que ça. Si vous voulez un angle de 60 degrés, vous savez que c'est un tiers de 180, donc c'est 3,14 divisé par 3 tout simplement, radians du coup. Alors vous allez me dire, je dois calculer tout ça. Non, parce que fort heureusement, vous avez à l'intérieur de JavaScript l'objet math qui contient dans ses propriétés la constante pi. Donc vous n'aurez jamais besoin d'écrire une valeur avec des virgules, en tout cas rarement. Vous pouvez utiliser la constante pi. Donc vous savez que 180 c'est pi radian. Maintenant vous travaillez avec toutes des fractions de ça pour retrouver la valeur qui vous intéresse. Donc imaginons maintenant que je veuille faire un angle de 20 degrés. Eh bien c'est math.pi. Voilà, donc j'ai 3,14. Ça correspond à 180. En fait je veux un neuvième, puisque 20 degrés, c'est un neuvième de 180. Donc je vais faire simplement pi divisé par 9. Et enfin, la dernière information à donner, quand vous avez décidé de l'angle que vous vouliez prendre, l'angle de départ, l'angle d'arrivée, c'est est-ce que vous allez faire le grand tour ou le petit tour? Donc, est-ce que vous allez tourner dans le sens... alors, le grand tour, ce ne sera pas toujours le sens des aiguilles d'une montre, mais en l'occurrence, est-ce que vous allez faire le tour, est-ce que vous allez faire tourner votre crayon autour du clou dans le sens des aiguilles d'une montre, ou est-ce que vous allez faire tourner votre crayon dans le sens anti-horaire? Alors, bien sûr, vous allez avoir un arc différent, vous allez avoir
deux arcs complémentaires si vous choisissez l'une ou l'autre, puisque si vous allez de 0 à 20 degrés, pour parler en degrés, que vous allez de 0 à 20 degrés en faisant le grand tour, eh bien vous avez presque un cercle, mais avec un petit trou de 20 degrés. Tandis que si vous faites dans l'autre sens, eh bien vous avez euh, juste une petite portion, la petite portion qui en fait manque quand vous faites le tour dans l'autre sens. Alors, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation ici, ça veut dire que cette information, elle est conditionnée, vous n'êtes pas obligé de la donner parce qu'il y a une valeur par défaut qui est fournie. On va commencer par mettre une valeur nous, on va mettre true. Voilà. Et on va demander de... on va faire un stroke. Voilà. Donc on va demander de tracer une ligne en suivant ce chemin. Alors il est peut-être utile de fermer le pass. On va regarder ce que ça donne. Il existe begin pass, il existe close pass. Regardons déjà ce premier exemple. Et nous voyons que effectivement, je vais agrandir un petit peu. Alors c'est très pixelisé parce que, comme je l'ai dit, au final c'est un dessin bitmap. Et là je suis en train de zoomer sur cette matrice de pixels. Et ce n'est pas recalculé comme si c'était du vectoriel. Si vous voulez ce genre de résultat, alors il ne faut pas faire du canvas, il faut faire du SVG. Parce que là vous avez un recalcul en fonction du niveau de zoom. Et ici avec canvas ce n'est pas le cas. Cela dit, Canvas reste une solution optimale quand il s'agit de développer du jeu vidéo par exemple. Donc vous pourriez penser qu'on a un avantage à utiliser SVG parce qu'on a des médias qui sont vraiment vectoriels, mais en termes de performance et dans le cas du jeu vidéo, ben, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, vous voyez ici que l'angle 0 il est ici, qu'on a tourné dans le sens anti-horaire pour aller jusque 20 degrés qui se trouve ici. Donc vous savez que vous partez, si vous mettez 0, vous partez du point, si on reprend l'idée du clou, hein, vous partez du point qui est à l'horizontale du côté droit par rapport à votre clou. Et alors bah, ici j'ai dit que je voulais que ce soit anti-clockwise, anti-horaire, c'est true. On va enlever la valeur là pour voir ce que ça donne, quelle est sa valeur par défaut. Et là, on voit que en fait, c'est la valeur par défaut, c'est que euh, anti-clockwise vaut false. Autrement dit, que le dessin se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, vous voyez seulement un petit arc de 20 degrés. Ok, donc on va revenir en niveau de zoom normal. Donc maintenant, si je veux faire un cercle complet, je veux 360 degrés, donc je sais que pi c'est 180, donc c'est 2 fois pi. Et là, peu importe que l'on tourne dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, évidemment. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que là, on a un stroke, donc on a fait un chemin qui est ancré selon un contour, mais on peut aussi faire un chemin qui est ancré à l'intérieur du chemin. Et donc là, on peut utiliser la fonction fill et ça va remplir le cercle. Bien sûr, si vous remplissez ou si vous faites un stroke, c'est sans doute utile, si vous ne voulez pas toujours avoir du noir, de décider quel est le fill style quand vous faites un fill ou le stroke style quand vous faites un stroke. Donc ici, moi, je vais faire un fill style. Alors fill style, c'est une propriété à laquelle vous attribuez une valeur qui est assez typiquement une valeur que l'on peut utiliser en CSS. Par exemple, si ici je mets red, eh bien j'ai du rouge. Bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les expressions CSS qui existent, et si vous souhaitez faire du HSL, ce que je vous recommande, parce que ça rend vraisemblablement plus facile pour le développeur la réflexion sur l'évolution de caractéristiques d'une couleur, puisque le H, bah, c'est un angle dans un cercle, le S, c'est une certaine quantité de pourcentage pour la saturation, la luminosité, pareil, c'est une certaine quantité de pourcentage. Donc imaginons que je demande, on va regarder quelles sont les valeurs que l'on a. 0, on va mettre une saturation de 100%, et alors on va mettre une luminosité de 100%, sinon on va avoir du blanc, donc je vais mettre une luminosité de 50% pour voir ce que ça représente. Et on voit qu'on a toujours du rouge.
on va changer un peu l'angle. Et là, on a une autre couleur. Donc si on fait évoluer cette valeur, donc 50, on va mettre 60. Voilà, on va de plus en plus vers le jaune. Donc on va sans doute passer vers le vert maintenant. Voilà, c'est bien le cas. Et on peut comme ça tourner dans le cercle colorimétrique. Donc on va sans doute aller vers le bleu si je mets 120. Voilà, ça devient un peu turquoise, donc 150. Voilà, ça devient franchement turquoise. Donc si je vais vers 200 maintenant, voilà, je suis dans du bleu. Et on va aller vers le violet quand on sera dans les valeurs qui se rapprochent de 360. Voilà, donc vous avez comme ça une valeur. Alors là, c'est des degrés pour le coup, hein, ce ne sont pas des radians. Et donc vous avez la possibilité d'exprimer en degrés l'évolution sur le cercle colorimétrique et de la même manière d'influencer la saturation. Donc plus vous allez mettre une valeur basse et plus vous allez vers le gris. Voilà, vous avez du gris complet là. Donc je vais remettre 100 évidemment. Et plus vous allez augmenter la luminosité et plus vous allez avoir quelque chose de clair jusqu'à aller vers le blanc. Voilà. Donc HSL, c'est un modèle colorimétrique que j'aime bien parce que je le trouve plus prédictible que RGB ou d'autres modèles colorimétriques. Alors ici, il ne touche pas évidemment à ma chaîne de caractères parce qu'il est gentil, mais je lui demande de reformater. Voilà, je vais reformater comme ça. Bien, nous avons un cercle. Ça c'est déjà une assez bonne nouvelle. Maintenant, ce cercle, on voudrait l'animer. Alors pour l'animer, il va falloir utiliser un système qui est itératif et qui va changer les coordonnées de notre cercle un certain nombre de fois par seconde. Alors ce que vous avez devant vous, c'est un écran d'ordinateur. Un écran d'ordinateur, ça a un certain taux de rafraîchissement. Donc en fait, vous avez l'impression de voir une image qui est statique, mais en vérité, vous avez un balayage ligne par ligne, quelque chose comme 60 fois par seconde, en fonction des capacités de votre carte graphique, et ainsi de suite. Et donc, il y a moyen, avec JavaScript, de demander que des opérations soient réalisées de façon synchrone, si possible, avec ce taux de rafraîchissement. On n'a pas forcément de garantie que ce sera possible, mais on peut le demander. On peut demander que la fenêtre exécute une fonction lorsqu'il y a un nouveau rafraîchissement qui intervient. Alors pour ça, on va utiliser la fonction window.requestAnimationFrame. Alors requestAnimationFrame attend comme argument un callback, autrement dit une fonction à rappeler lorsque le rafraîchissement se produit. Ceci, ça appelle en fait, c'est un peu comme un gestionnaire d'événements en quelque sorte. Ça dit lorsque tu es prêt à recalculer l'affichage, appelle une fonction. Donc je vais ajouter une fonction ici. Je vais l'appeler test pour le moment. Et je vais demander de faire un console log. Je vais demander d'afficher test dans la console. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est que avec requestAnimationFrame, je dois appeler la fonction test. Alors si je fais ça, lors du prochain rafraîchissement, la fonction test va être invoquée. Ça veut dire qu'elle ne va pas être invoquée tout de suite, il va se passer vraisemblablement 1/60 de seconde avant qu'elle ne soit appelée. On va regarder. Donc, on va afficher notre console. J'actualise et hop. Alors vous n'avez pas vu de délai parce que ça va vraiment trop vite, mais vous voyez que votre fonction a été appelée. Elle a été appelée une fois. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est qu'elle soit appelée en fait 60 fois par seconde, cette fonction test. Pour ça, le plus simple, c'est de mettre dans la fonction test cette instruction qui va demander que la fonction test soit rappelée 60 fois par seconde. Ça veut dire qu'il faut évidemment appeler une première fois la fonction test pour déclencher cet appel systématique. Donc je vais ajouter ici un appel à la fonction test. Et donc,
quand mon application va démarrer, elle va créer un canvas, elle va créer un cercle qu'elle va dessiner, et puis la fonction test va être appelée, cette fonction test va loguer dans la console le mot test, et puis va dire ah, la prochaine fois qu'il y a un rafraîchissement d'écran qui est prévu, rappelle la fonction test. Autrement dit, la fonction test, alors je ne vais pas dire qu'elle s'appelle elle-même, parce que c'est pas elle qui l'appelle, en fait c'est la fenêtre qui l'appelle à travers la Request Animation Frame, mais on est dans une structure qui a des airs un peu de récursion quand même, qui a des airs, ce n'est pas exactement de la récursion. Parce que à l'intérieur de test, le contexte, on va demander de faire un console log. On va d'abord laisser console log de test, on va regarder ce qui se passe. Voilà, on voit le premier appel, et puis tous les appels suivants, et on voit que c'est en train de s'appeler en permanence. Alors la chose intéressante avec window.requestAnimationFrame, c'est que c'est une fonction qui appellera la fonction test uniquement quand c'est nécessaire et quand c'est opportun. Donc quand c'est opportun, c'est quand il y a un rafraîchissement d'écran à faire. Et quand c'est nécessaire, eh bien, c'est quand il y a quelque chose qui vaut la peine d'être affiché à l'écran. Regardez, je vais créer un nouvel onglet, on est à 1000. Voilà, j'ai vu que à 1023, j'avais créé mon nouvel onglet. Donc maintenant, le temps est en train de se passer. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon navigateur est en train de consommer de l'énergie pour faire des appels successifs à cette fonction test. On va retourner et essayer de regarder à l'endroit où j'avais mon console log, et hop, je suis seulement à 1100, ce qui veut dire que ça a repris à 1023, 1024, donc plus précisément. Je vais refaire une interruption, 1370, voilà. Voilà. Maintenant je vais relancer, 71, et je continue. Donc on a une optimisation. Alors pourquoi je prends la peine de dire ça? Parce que il aurait été possible d'utiliser d'autres fonctions JavaScript pour appeler de façon répétitive la fonction test. On aurait pu utiliser par exemple cet intervalle qui permet d'appeler à intervalles réguliers une fonction, mais ça n'a pas cette caractéristique. Ça veut dire que s'il y a euh, un autre onglet qui est ouvert et qui est en avant-plan, eh bien la fonction continue d'être appelée quand même. Donc c'est pas idéal d'utiliser dans ce contexte-là cet intervalle. Alors, je vais mettre ça en commentaire et je vais demander de faire un console log de 10. Alors ici, on verra peut-être pas une grosse différence, on verra pas de différence à mon avis parce qu'on est dans le même contexte, il n'y a pas d'objet qui possède la fonction. Donc 10 c'est window. Et si maintenant je demande ici de faire le request animation frame, voilà, c'est également window. Donc ici, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais si la fonction appartenait à un objet, on peut le faire d'ailleurs. Donc je vais créer un objet, const, je vais l'appeler O. Et cet objet aurait donc à l'intérieur de lui-même cette fonction, comme en tant que méthode. Alors il faut l'écrire un peu autrement. Et bien sûr, ce n'est pas égal qu'il faut utiliser ces deux points. Voilà. Donc j'aurai test qui est une fonction. Alors ici, bien sûr, je ne vais pas invoquer test directement en utilisant test, mais je vais passer par l'objet, puisque test est maintenant défini non plus dans le scope de la fenêtre, mais est défini dans le scope de l'objet O. Donc je vais demander à exécuter la méthode test de l'objet. Maintenant, ce n'est plus une fonction normale, c'est une méthode. Dans cette fonction, je demande d'afficher 10, et puis ensuite, je demande d'afficher test. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'actualise. Ici, la première fois, il me dit que test vaut window, enfin que 10 vaut window. Puis il fait un deuxième appel manifestement qui fonctionne, et puis après, il me dit que je ne peux pas accéder à la déclaration de O avant initialisation. Ok.
Il me dit que ça intervient dans main.js. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah oui, ce qui est en train de se passer est assez trivial et c'est totalement de ma faute. J'essaie d'accéder à la méthode test de O alors que O n'est pas encore défini. Donc c'est un peu normal qu'il râle. Donc j'essaie d'invoquer test. Et ici, le premier console log, euh, lorsque j'essaie d'afficher la valeur de 10, me dit que 10, bah, c'est l'objet. Donc c'est O. D'accord? Il n'écrit plus O, mais il me dit OK, c'est bien O. Ensuite, il rentre ici et il me dit ah, je ne peux pas trouver test. Ok, on peut comprendre ça parce que on est dans le contexte d'une méthode qui est à l'intérieur d'un objet. On veut appeler, même si on est à l'intérieur de la méthode, on veut rappeler cette méthode. Donc le scope dans lequel on va aller chercher cette méthode, ben, c'est le scope de l'objet. Donc ici, on devrait écrire 10.test. On va réessayer. Et là, la première fois, on a de nouveau l'objet. Mais la deuxième fois, quand il essaye de faire le console log de 10, vous constatez que 10 n'est plus l'objet, 10 est window. En fait, et puis après on a une erreur. En fait, euh, quand la fonction qui est appelée ici, la fonction de callback qui est appelée par request animation frame, eh bien, n'appartient pas à l'objet, elle appartient désormais à window. Et 10 référence window à ce moment-là. Donc c'est un peu embêtant, parce qu'on ne peut pas utiliser cette expression-ci. Alors il existe des solutions pour contourner ça, et peut-être la meilleure consiste à utiliser une arrow function pour faire un appel à 10.test. Donc là il faut mettre évidemment les parenthèses, puisque vous allez faire l'appel. Voilà. Donc maintenant la fonction qui appartient, la fonction qui est appelée au prochain rafraîchissement, ce n'est plus 10.test, en tout cas pas directement, c'est la fonction anonyme qui est représentée ici par une arrow function. Et à l'intérieur de cette fonction, j'appelle directement la fonction test. Et là, le mot-clé 10, alors on va voir s'il continue d'être résolu sur l'objet O, et c'est le cas, parce que ici, il n'y a pas eu de redéfinition, parce qu'on est dans le contexte d'une arrow function, il n'y a pas eu de redéfinition du mot-clé 10. Donc ça continue de faire référence au scope parent, et donc à O. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc ceci, ce que vous devez surtout retenir, et on peut écrire ça autrement en ES6, on va l'écrire comme ça. C'est un raccourci qui est intéressant. Ceci, ce que vous voyez écrit ici, eh bien, c'est une sorte de gabarit habituel pour ce type de situation. Donc dans le contexte de l'animation, vous allez mettre en place des choses comme celle-là. Alors, on pourrait considérer que cet objet, plutôt que de l'appeler O, c'est un objet qui s'appelle animation. Et que la fonction que nous avons nommée test, au lieu de l'appeler test, eh bien, on l'appelle animate. Donc ici, j'aurais dû faire un refactoring aussi, il m'aurait renommé tout correctement. C'est pas grave, j'ai oublié de le faire. Donc voilà. Donc animation, animate. Alors, ce qui serait encore mieux, c'est de dire que dans cet objet, nous avons non pas une, mais deux méthodes, parce que vraisemblablement, notre animation a besoin d'une phase d'initialisation avant de mettre en place la boucle de rendu. Donc on pourrait avoir une fonction nommée init, qui sert à tout ce qui est initialisation, et dans laquelle on déclencherait alors la fonction animate une fois qu'on a fait toutes les étapes d'initialisation. Donc de nouveau, ceci, ça correspond à
une façon d'organiser votre code qui va être très très systématique, donc un pattern assez habituel pour démarrer tout ce qui est vos animations. Bien, de quoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin alors à l'intérieur de ce init? Eh bien, à l'intérieur de ce init, on pourrait par exemple instancier tout notre élément, tout notre canvas. Donc je vais prendre mon canvas et je vais le coller ici. Et lorsque j'aurai mis en place mon canvas, je demanderai de commencer l'animation. Donc ça, je vais légèrement séparer. Alors cette animation, elle a ici, je suis toujours dans le contexte où j'étais tout à l'heure, à savoir dans le scope global, où je crée des constantes. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que toutes les fonctions à l'intérieur de mon objet animation puissent avoir accès à mon élément canvas et à mon contexte. Pour ça, je ne vais pas déclarer canvas element comme une variable globale locale à l'intérieur de ma fonction init. Je vais plutôt en faire une propriété de mon animation. Donc je vais les déclarer ici, canvas element. Alors au départ, ça contiendra rien, nul. Et ctx, au départ, ça ne contiendra rien, donc nul. Et puis à l'intérieur, je vais juste faire un peu de nettoyage, comme ça, c'est peut-être un petit peu plus lisible. Et à l'intérieur de init, au lieu de dire que je crée une constante qui s'appelle canvasElement, eh bien, je vais référencer la propriété canvasElement de l'animation. Alors, bien sûr, quand je suis dans init, je suis dans une méthode qui appartient à l'animation, donc je peux utiliser le mot-clé 10 pour résoudre le scope, pour dire c'est canvasElement qui est dans animation. Donc, maintenant, la seule contrainte, c'est que chaque fois que je vais utiliser canvasElement, je dois utiliser 10.canvasElement et non plus juste canvasElement. C'est une contrainte, mais en même temps, ça rend la lecture du code certainement plus simple. En tout cas, quand vous aurez un peu l'habitude. Et bien sûr, 10.ctx, ce sera la même chose. Document, lui est général, donc on n'a pas besoin de référencer quoi que ce soit. Donc ça va. Et puis, il faut dessiner, vraisemblablement. Donc ces instructions qui sont là, je vais les sortir. Je vais les mettre, par exemple, dans une fonction. Alors je vais faire une fonction à part, une fonction spécifique pour faire tout ce qui concerne le dessin. Je vais l'appeler draw. Alors ce ne sera pas juste ctx, mais 10.ctx. Donc je vais dessiner dans la fonction draw, et cette fonction draw, maintenant il va falloir l'appeler à chaque fois que je fais une animation, chaque fois que je déclenche la fonction animate. Donc ici, avant de dire que je veux rappeler la fonction animate au prochain rafraîchissement, je vais dire dessine-moi, non pas un mouton, mais dessine-moi ce qu'il y a à dessiner en appelant la fonction draw. Donc on va maintenant, ça fait un moment qu'on code, on a peut-être généré des erreurs dans le code, donc on va quand même vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Voilà, donc ce n'est pas évidemment foudroyant, hein, puisque on n'observe aucune différence, sauf que si vous regardez bien, vous voyez peut-être que le contour est en train de devenir vraiment laid. En fait, ce qui est en train de se passer ici, c'est que 60 fois par seconde, il redessine un cercle à cet emplacement-là. Donc ce qu'on va faire, c'est lui demander de modifier à chaque étape de l'animation, on va lui demander de modifier la valeur d'une coordonnée. On va prendre la coordonnée x par exemple. Alors pour ça, pour le moment, on n'a pas véritablement, on n'a pas encore fait un objet qui représentait les informations du cercle. Donc ce que je vais faire, c'est, au moment d'initialisation, ça va être très artificiel, je vais créer une propriété
Ben, on peut peut-être le faire d'ailleurs. On va créer une propriété pour l'animation qui va s'appeler Circle Coordinates, les coordonnées du cercle, qui sera, ben, on peut mettre par exemple un arrêt comme valeur, un arrêt qui contient 0 et 0. Donc la première valeur ce serait x, la deuxième ce serait y. Ça c'est une option. Une autre option ce serait de nommer ces valeurs, pourquoi pas, ce serait peut-être même encore plus élégant, en tout cas plus lisible. Pour nommer ces valeurs, eh bien, vous faites un objet, par exemple x 2.0 et y 2.0. Adoptons cette solution-là, elle est pas mal. Et donc, lorsqu'on dessine, on va utiliser ici non pas les valeurs écrites en dur, mais donc 100 et 100, mais les valeurs qui sont dans 10.circleCoordinates.x et 10.circleCoordinates.y. Et du coup, on n'a pas besoin d'agir sur les coordonnées ici, puisque dans la fonction d'animation qui est là, on a accès à Circle Coordinates, c'est une propriété qui est dans le scope de l'animation. Donc on a accès à cette propriété-là, donc on peut très bien dire que 10.CircleCoordinates.x plus égale 10 par exemple. Alors 10 ça va être rapide, je vais mettre une valeur plus petite, je vais mettre 3. Et je vais faire la même chose pour y. Voilà. Donc 60 fois par seconde, je vais modifier les coordonnées du cercle en ajoutant 3 pixels à la coordonnée actuelle qui au départ est 0, donc le cercle va se dessiner d'abord en haut à gauche. Et à chaque fois que je dessine le cercle, au lieu d'écrire une valeur en dur, eh bien, je vais aller lire quelle est la valeur des coordonnées du cercle et l'appliquer à mon dessin. Donc regardons ce que ça donne. Et là je vois qu'effectivement il dessine le cercle en décalant de 3 pixels vers la droite, de 3 pixels vers le bas. Et on voit notre cercle qui descend en bas. Du coup, il y a quand même un aspect qui peut-être ne correspond pas à l'animation que je vous ai montrée au début. Dans l'animation que je vous ai montrée au début, on voyait un cercle se déplacer. Ici, on voit une ligne qui se trace. La raison, c'est que à chaque rafraîchissement de l'affichage, nous n'avons pas demandé à nettoyer ce qui était dans le canvas. Donc on voit toujours ce qui était dessiné précédemment dans le canvas. Ça peut être un effet que l'on souhaite obtenir, ça peut être un effet de dessin, hein. Si on veut créer une application comme Paint par exemple, eh bien c'est tout à fait indiqué. Mais ici, bon, c'est pas ce que j'essaye de faire moi. Donc là, ce qu'il faut faire au moment de l'animation, c'est, avant de dessiner, c'est vider le canvas. Pour ça, on l'a vu tantôt apparaître dans la liste des propriétés qui étaient disponibles dans CTX. On a une fonction qui s'appelle clearRect, qui permet de dessiner un rectangle de nettoyage. Alors on va nettoyer l'intégralité du canvas, donc de 0, 0, le coin supérieur gauche, jusqu'au coin inférieur droit. Le coin inférieur droit, pour le repérer, en fait, ici vous devez tracer un rectangle. Donc ce rectangle, vous dites simplement quel est son coin supérieur gauche, quelle est sa largeur, quelle est sa hauteur. Et vous allez arriver évidemment au coin inférieur droit. Donc la largeur, c'est la largeur du canvas, donc 10.canvaselement.width. Et la hauteur, c'est 10.canvaselement.height. Actualisons, et là maintenant on voit effectivement un cercle qui se déplace. Alors ce cercle évidemment à un moment sort de l'écran, ses coordonnées ne cessent de grandir et rien ne lui indique qu'il doit modifier ses coordonnées lorsqu'il touche le bord de l'écran. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est créer une nouvelle fonction qui s'occupe spécifiquement de la mise à jour des coordonnées, update coordinates. Dans cette fonction, je vais mettre à jour les coordonnées.
Et je vais pouvoir me consacrer dans cette fonction à un mini-algorithme qui va tenir compte du fait que l'on est sur les bords et ainsi de suite. Donc bien sûr, au moment d'animer, il va falloir que... alors ça, je vais le faire en premier dans la fonction animate. Et ensuite, je vais demander d'exécuter update coordinates. Comme dans update coordinates, ce sur quoi j'agis, ça reste les coordonnées qui sont définies dans circle coordinates. Elles sont partagées entre toutes les fonctions. Et donc quand je mets à jour ici, et que au moment de dessiner, je vais lire la valeur, et bien j'ai bien la valeur mise à jour qui est utilisée ici. Donc c'est un des avantages évidemment majeurs de l'utilisation d'un objet par rapport à un scope global que l'on aurait eu, c'est que ici on a des propriétés qui sont partagées à l'intérieur du scope de cet objet entre toutes les méthodes qui sont là. Pas besoin de travailler avec des fonctions, avec des variables globales. Donc c'est clairement quelque chose d'extrêmement intéressant du coup. Donc on va quand même vérifier que ça continue de fonctionner. Voilà, donc ça continue effectivement de fonctionner. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est lorsque on touche un des bords du canvas, on veut par exemple inverser la vitesse. Donc il va falloir, plutôt que d'écrire une valeur écrite en dur ici, exprimer la notion de vitesse. Et il faudra exprimer la notion de vitesse horizontale et la notion de vitesse verticale. Donc la vitesse, c'est une notion physique, mais c'est une notion simple, c'est la quantité de déplacement par unité de temps. Ici, l'unité de temps, c'est le 60e de seconde, hein, on n'a pas besoin de s'en tracasser parce que c'est Request Animation Frame qui l'a défini. Donc nous, on a juste besoin de se consacrer à la quantité de déplacement, le nombre de pixels que l'on veut ajouter en X et en Y à chaque itération. Donc on va créer cette propriété. Alors ici j'ai circle coordinates, je vais créer un machin qui s'appelle circle speed. Alors il y aura les vitesses comme je l'ai dit tantôt, donc il y aura la vitesse en x qui sera, donc pour le moment j'ai dit 3, et la vitesse en y qui est 3 aussi. Alors rien ne m'interdit d'utiliser x et x ici et y ici, ce ne sont pas des variables qui interfèrent, elles sont définies chacune dans le scope de l'objet qui correspond. Donc ce sont deux choses totalement différentes et je n'ai pas besoin de me poser des questions de nommage. C'est aussi un des avantages d'utiliser la programmation orientée objet, c'est qu'on génère des scopes, un scope par objet. Ce scope est accessible grâce au mot-clé 10 ou grâce à l'identifiant de l'objet. Quand on est à l'intérieur de l'objet, on utilise le mot-clé 10. Quand on est à l'extérieur de l'objet, on utilise l'identifiant de l'objet. Donc ici, moi, je vais aller chercher le x qui est dans Circle Speeds et il n'y aura aucune confusion. Ce n'est pas le x qui est dans Circle Coordinates. Donc on va changer ça ici. Hein. Donc 10.circle speeds point x pour le coup, du coup, voilà. Et je vais copier tout ceci et dire que je veux modifier la même chose. On va de nouveau vérifier que ça continue de fonctionner, ça continue manifestement de fonctionner. Donc parfait. Donc maintenant, il faut réfléchir à à la manière avec laquelle nous allons influencer cette vitesse, puisque cette vitesse telle qu'elle est définie pour le moment fait en sorte que notre objet se déplace vers la droite et vers le bas. Il va falloir que lorsque nous touchons le bord inférieur, la vitesse soit inversée. Lorsque nous touchons le bord supérieur, la vitesse soit inversée. Lorsque la vitesse en Y, bien sûr. Lorsque nous touchons le bord droit, la vitesse horizontale soit inversée. Et lorsque nous touchons le bord gauche, la vitesse horizontale soit inversée également. Donc, allons-y. Hein, Donc là, on met à jour la position, on met à jour les coordonnées. Et ici, on va mettre à jour les vitesses. Alors je vais faire tout dans la même fonction, ici on pourrait aussi séparer, je vais faire tout dans la même fonction. Donc il y a un test à faire, on va d'abord se concentrer sur... alors il me semble que dans le cas présent, je touche d'abord le bas, oui. Donc on va se concentrer sur la dimension verticale pour démarrer. Donc si la coordonnée du cercle en Y
est supérieur ou égal à la hauteur du canvas, alors je vais inverser. Alors je vous dis déjà que ça ne va pas être parfait, mais on aura déjà un effet intéressant. Je vais inverser la vitesse en Y. Pour inverser, on a plusieurs stratégies possibles. On peut écrire ça égal moins machin, ou on peut multiplier par moins 1. Ce que je vais faire. Alors, je vais juste augmenter un peu la vitesse, histoire que l'effet soit un peu plus rapidement observable. Ah, apparemment j'ai une erreur. Ah oui, j'ai oublié manifestement de mettre le mot-clé 10 quelque part. Ici. Voilà, donc maintenant on regarde notre cercle, il va toucher le bord, hop, et il a rebondi, effectivement. Super, mais vous avez pu constater, je vais le remettre en route, vous avez pu constater que c'était pas parfait parce que en fait, mon cercle déborde un petit peu en dessous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de comparer la coordonnée en Y du cercle qui correspond à son centre avec la hauteur du canvas. Donc il faut non seulement comparer la hauteur, enfin la coordonnée en Y de mon cercle, mais il faut la comparer à la hauteur du canvas moins le radius. Et alors le radius n'existe pas en tant que propriété, donc je veux dire 10.circle size ou oui, pour le moment je vais l'appeler size. Et pour le moment c'est juste une valeur. Voilà. Donc ça va me servir. J'ai mis un égal alors que c'est 2 points. Donc ça va me servir de radius. Donc au moment où je dessine, je ne vais plus utiliser 20, mais je vais utiliser 10.circle size. Donc regardons si ça a amélioré. Oui, effectivement, il fait la comparaison maintenant de la hauteur de la balle, enfin du centre de la balle, non pas par rapport au bord inférieur de notre canvas, mais par rapport au bord inférieur de notre canvas, moins la hauteur de notre cercle. Donc, cool. On pourrait, alors parfois vous pourriez avoir des petites erreurs d'optimisation et tout ça. Une chose qui peut être intéressante de faire ici, c'est de dire que la coordonnée du cercle, donc 10.circleCoordinates.y est égal à, et on va mettre très exactement cette valeur-là. Autrement dit, après avoir détecté qu'il y avait une collision avec le bord, on va repositionner le cercle sur le bord, vraiment sur le bord, puis inverser la vitesse. Et là, il va tenir compte de la vitesse après pour recalculer la position suivante. Voyons voir si ça continue de donner un effet intéressant. Ça me semble pas mal. Bien, on peut faire pareil pour la coordonnée en x. Donc cette fois-ci, si la coordonnée du cercle en x est plus grande, non pas que la hauteur, mais que la largeur du canvas, moins la taille du cercle, alors on va repositionner d'abord le cercle. Et ensuite, on va recalculer sa vitesse de déplacement.
Donc maintenant, il va falloir qu'on se consacre au bord supérieur et au bord gauche. Alors, je vais écrire les quatre conditions. Il y a peut-être moyen, il y a certainement moyen de les rassembler. Euh, mais c'est essentiellement un avantage en termes d'écriture, pas un avantage en termes, pas forcément un avantage en termes d'optimisation du code. Donc, c'est un avantage de faire un code plus concis parce que lorsque vous euh, diffusez votre JavaScript via le réseau, ben, vous transmettez moins d'octets, donc c'est important. Mais donc ici, pour des raisons liées à l'explication, à la compréhensibilité dans le contexte de cette présentation, je vais me permettre de définir en deux temps. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si la coordonnée en Y est plus petite, non pas que 0, hein, le haut de l'écran c'est 0, mais que 10.circle_size, donc le radius du cercle. Vous avez compris maintenant qu'on comparait le centre du cercle à, non pas le bord lui-même, mais le bord, euh, enfin ce qui est à une distance de 1 radius du bord. Dans le cas où c'est effectivement le cas, bien, je recalcule la coordonnée et j'inverse. Et ici, bah, je fais pareil. Alors, regardons ce que ça donne. Normalement, on devrait avoir un cercle qui rebondit par rapport à tous les bords, qui est donc contraint à l'intérieur de notre canvas. Et c'est effectivement le cas. Bien, maintenant, pour faire évoluer... Alors ici, mon éditeur va sans doute vouloir m'aider. Il me dit qu'il y a du code qui est dupliqué. Et le code qui est dupliqué, en fait, c'est celui-là. Bon, je ne vais pas tenir trop compte de ce qu'il dit là. Je ne suis pas sur cette étape-là du refactoring pour le moment, donc je vais laisser ça en état et on y reviendra peut-être plus tard, quoique je ne suis pas sûr que je reviendrai à ça dans cette vidéo. On le fait en classe, mais dans cette vidéo, je vais juste laisser les choses in extenso. Bien, l'étape suivante, ça va être d'extraire le cercle. Pourquoi est-ce que ça devient intéressant d'extraire le cercle? Parce que pour le moment, vous avez stocké l'ensemble des propriétés qui définissent votre cercle, et il en manque parce que la couleur, par exemple, on pourrait le faire d'ailleurs tout de suite. On va extraire la couleur comme étant une propriété à part entière. Voilà, ceci. Voilà. Donc, ce qu'on constate, c'est que tous ces machins-ci commencent par circle et décrivent un cercle en particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut maintenant créer, je ne sais pas moi, 50 cercles et les animer avec chacun ses propriétés à lui, donc chacun ses coordonnées, chacun sa vitesse, chacun sa taille, chacun sa couleur, eh bien ça va largement commencer à compliquer nos opérations. Donc on ne va pas pouvoir le faire simplement comme ça. La manière la plus simple de le faire, ben, ça va être de créer un nouvel objet par cercle que l'on veut effectivement produire.
Et pour ça, la solution la plus simple, si on veut créer 50 cercles à partir d'un même modèle, eh bien, c'est d'utiliser le concept de classe. Une classe, eh bien, c'est du code qui décrit un objet que l'on peut répéter un certain nombre de fois. Donc nous allons créer une classe au début de notre code. Pour ça, on utilise le mot-clé classe. Alors les classes, il est traditionnel, et ça rend la lisibilité du code plus grande de le faire comme ça. Il est traditionnel de les nommer avec une majuscule. À l'intérieur d'une classe, vous allez trouver des méthodes, et tout d'abord la méthode qui s'appelle constructor. Constructor, c'est puisque la classe sert à construire des objets, eh bien c'est l'équivalent de notre fonction ici init. C'est la première fonction qui sera appelée lorsque l'on crée un nouveau cercle, donc un nouvel objet à partir de la classe. C'est évidemment un moment qui est extrêmement important parce que c'est un moment auquel nous allons affecter vraisemblablement les valeurs que nous voulons affecter à nos différentes propriétés. Bien sûr, dans la classe, on est dans le même contexte que quand on est avec un objet, donc d'une méthode à l'autre, eh bien, on va utiliser le mot-clé 10 pour référencer le scope de l'objet qui est en train d'être utilisé, même si dans la classe, ce n'est pas encore un objet, c'est une description de l'objet. Et donc, ça ne change rien en fait qu'on peut utiliser le mot-clé 10 à l'intérieur de la classe, puisque la classe, à terme, va va donner naissance à des objets. Donc, dans les méthodes qui appartiendront à chacun de ces objets, vous pourrez utiliser le mot-clé 10. Donc, vous pouvez déjà utiliser le mot-clé 10 dans les fonctions qui sont là. Donc, par exemple, dans le constructeur, on pourra écrire 10. X pour la coordonnée en X, bah, ce sera 0. Alors, tant qu'à faire, on ne va pas utiliser 0, on va utiliser une valeur aléatoire. Math.random. Une valeur aléatoire qui va être comprise entre le bord gauche de notre canvas et le bord droit de notre canvas. Le seul problème, c'est que ici, nous n'avons pas encore accès à notre canvas. Puisque le canvas est une propriété de l'animation, on n'a pas encore de lien entre les deux. Donc pour le moment, je vais utiliser la taille de la fenêtre, mais je vais améliorer tout ça évidemment dans la suite. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment ça l'expression que je veux avoir? Idéalement, la coordonnée en X, ça doit être un entier. Donc première chose que je vais faire, c'est arrondir cette valeur que je vais avoir, puisque mathRandom envoie une valeur comprise entre 0 et 1, donc 0, quelque chose, multiplié par un entier, ça donnera quand même quelque chose avec une virgule. Donc, à moins qu'on tombe sur un... de toute façon, ce sont des valeurs qui contiennent un grand nombre de décimales, donc on n'arrivera pas à avoir une valeur qui ne contienne pas de virgule, donc je vais arrondir vers le bas, ainsi je peux avoir comme valeur minimale 0. Alors si j'utilise ça comme ça, je vais aller de 0 à la largeur de la fenêtre. Or, les coordonnées en X d'un nouveau cercle, c'est pas exactement ça. Les coordonnées en X d'un nouveau cercle, c'est une coordonnée qui est comprise entre le radius du cercle et la largeur de la fenêtre moins le radius du cercle. Autrement dit, la largeur de la fenêtre moins 2 radius multiplié par la valeur aléatoire, puisque le nombre de valeurs possibles, le nombre de valeurs entières possibles, ce n'est pas la largeur de la fenêtre, c'est la largeur de la fenêtre moins le radius de gauche, et la largeur de la moins le radius de gauche, pardon, moins le radius qui est à droite. Donc la largeur de la fenêtre moins 2 radius. Et je dois calculer une valeur aléatoire qui est comprise dans cet échantillon-là. Donc je vais mettre une parenthèse pour faire le calcul. Moins 2 fois 10 points radius. Alors 10 points radius n'existe pas. Il faut le créer. Donc je vais dire ici 10 points radius
égale, on pourrait dire 20, ça veut dire qu'on n'aura que des cercles qui font 20 pixels, mais là aussi, on pourrait aussi choisir de faire les choses un peu autrement et choisir une valeur aléatoire. Donc mat.random. Là, si je fais mat.random x 20, ça veut dire que je vais avoir des cercles qui seront peut-être des cercles qui font 0 pixels. Surtout si j'arrondis encore en plus. Si je fais un mat.floor, ce qui me paraît indispensable, je vais me retrouver là aussi avec des valeurs qui vont peut-être être des valeurs nulles, ce qui n'est pas intéressant évidemment. Donc il faut décider d'une valeur minimale et d'une valeur maximale. Ici avec mat.random x 20, en fait j'ai un éventail de 20 valeurs possibles. Donc ce que je peux dire, c'est que je vais prendre une valeur minimale qui est 10, donc il y aura au moins 10, 10 plus 0, bah, ça fait 10, et 10 plus 20, qui est la valeur maximale possible pour l'expression qui est ici, ça fait 30. Or, moi, j'ai une valeur comprise entre 10 et 20, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire x 10. Voilà. Et c'est le même principe qui est à l'œuvre ici en dessous. J'ai inner width de window moins 2 radius. J'ai donc un ensemble de valeurs, mais il faut que j'ajoute 10.radius comme valeur minimale. Voilà. Et si on essayait d'instancier ce cercle maintenant, parce que c'est bien beau de définir une classe, mais on ne sait pas encore comment on va utiliser ça à l'intérieur de l'animation. Donc je vais faire un console log pour voir. Je vais faire un console log de 10. On va instancier un nouveau cercle. On va demander qu'au moment où il s'instancie, ben, il s'affiche dans la console. On va voir ce que ça donne. Et puis, je vais aller dans init ici. Et je vais instancier mon cercle. Je vais dire que je vais demander à créer un nouveau cercle. New circle. Le mot-clé new permet de créer une nouvelle instance à partir d'une classe, et donc d'un constructeur. Voyons voir ce que ça donne. Et effectivement, j'ai bien ici un objet, il a un radius de 10, et un x qui est not a number. Alors je pense que ça vient de mon expression ici, window. Effectivement, je pense que c'est ça le problème. Voilà, 341. Si j'actualise encore, j'ai à chaque fois des valeurs différentes, comme vous pouvez le constater. Alors pour le moment, ce n'est pas encore un cercle, évidemment. C'est seulement un ensemble de valeurs. Mais on a, en tout cas, ici, dans notre constructeur, on est en train de générer toutes les valeurs qui sont ici utilisées dans la suite de mon application et qui, pour le moment, sont stockées dans Animation, mais qui ne sont pas multipliables facilement. Tandis que dans l'init ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est... Alors, je vais pouvoir créer une propriété ici qui va contenir les cercles, circles. Ce sera un array avec tous les cercles que je vais générer. Et ici dire que for que je veux créer 50 cercles par exemple. Donc for let I égale 0. I plus petit que 50. I plus plus. Donc 50 fois, je vais créer un nouveau cercle. Et bien sûr, pour ne pas perdre ce nouveau cercle, eh bien, je vais le stocker dans l'array circles. Pour ça, j'utilise push. Et une fois que j'ai fini ça, je vais demander de loguer 10.circles. Et là, vous voyez que j'ai un array de 50 bazars qui contiennent pour le moment, qui ont tous un radius différent, compris entre 10 et 20, et une coordonnée en x différente, qui ne semble pas descendre en dessous de... en tout cas, qui ne dépasse pas, enfin si 1000, mais peut-être que la taille de mon canvas atteint cette dimension-là, ça c'est probable même.
Donc voilà, j'ai bien un arrêt de 50 ensembles de coordonnées de cercles, qu'on peut considérer comme étant des cercles. Ok, on va s'occuper des autres propriétés du coup. Donc y, c'est pas winner, c'est pas inner width, c'est inner height. Le radius on l'a. Donc ça on peut virer parce qu'on s'en servira plus. Alors la vitesse de chaque cercle, alors ici je vais utiliser des noms qui ont un peu plus de sens. Velocity x, ce sera également une valeur aléatoire. Alors je vais prendre des valeurs aléatoires entières, je vais reprendre l'expression qui est là, parce qu'elle est commode, et je vais juste changer les deux valeurs qui sont là. Donc je vais commencer à 3, et je vais calculer 5 valeurs, ce qui fait que je vais aller de 3 à 8. Voilà, je vais faire la même chose pour y. Ok. Donc les speeds, j'en ai plus besoin. Et puis il me reste à définir les couleurs. Alors pour les couleurs, il faut créer une expression ici qui utilise HSL. Je vais garder ces deux valeurs-là constantes, 100% et 50%. Mais par contre, je vais rendre cette partie ici aléatoire. Donc je vais créer ici, je peux créer une variable qui est utilisée lors de chaque construction. Alors c'est U, dans HSL, le H c'est U, et là ça va être une valeur aléatoire qui va être comprise entre 0 et 360. C'est pas obligé que ce soit un entier, mais je peux l'arrondir quand même. Et donc ici, je peux utiliser une template string typiquement ici. C'est ce qui semble le plus indiqué pour insérer. Ah ouais, alors ça c'est toujours pelant. Voilà. Ici je peux utiliser une template string pour insérer. Alors je crois que je ne sais plus si je me trompe ou pas. Non, ça a l'air de marcher. Parce qu'il existe aussi cette expression dans une forme légèrement différente en PHP. Soit, on va tout de suite s'en assurer. Bien sûr, le cercle ne va plus apparaître puisque j'ai viré les variables qui s'occupaient de ça. Mais par contre, on peut voir notre arrêt ici. On va prendre le premier cercle. On voit que c'est 63, 100%, 50%. Le deuxième, c'est 157, 100%, 50%. Donc ça m'a l'air bien. On a effectivement 50 ensembles de valeurs maintenant. Ce qui veut dire que là où j'utilisais les variables tout à l'heure, circle, coordinates et ainsi de suite, eh bien, je vais pouvoir utiliser maintenant les informations qui sont stockées dans nos objets. La seule chose, c'est que puisqu'on a maintenant un arrêt avec 50 cercles, il y a des opérations qu'il va falloir répéter 50 fois. Donc là, on se contentait de dessiner un cercle, maintenant il va falloir en dessiner 50, en animer 50. Donc voyons voir comment on a construit les choses. 60 fois par seconde, on nettoie notre canvas, donc ça c'est bon. On demande de mettre à jour les coordonnées et on demande de dessiner. Alors mettre à jour les coordonnées, il va falloir mettre à jour les coordonnées des 50 cercles. Donc on va remettre ici une boucle. Et puis dans update coordinates, alors on pourrait mettre la boucle dans la fonction update coordinates. Je ne vais pas le faire, je vais le faire là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chaque cercle de redéfinir ses coordonnées. Donc on va demander à chaque itération au ième cercle de mettre à jour ses coordonnées.
Et on va donc créer une fonction nommée update coordinates. Alors ici, vous n'êtes pas dans une déclaration littérale d'objet, vous êtes dans une classe, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de deux points. Donc update coordinates. On va reprendre le code qui est là. Bien sûr, on va l'adapter un petit peu. Bon, donc, circle coordinates par exemple, ben ça saute, puisqu'on a directement accès à x et y à l'intérieur du cercle. Donc, tout ce qui est circle coordinates, je vire. Circle size, bah, tout ça, ça saute aussi. Ce sera radius maintenant. J'ai été un cran trop loin, donc je vais recommencer. Speed y, bah, ce sera velocity y. Et speed x, ce sera velocity x. Ah, ici j'ai un circle coordinate qui est resté, donc ça je peux virer aussi. Voilà, ça c'est un peu simplifié. Il reste un problème à résoudre à ce stade, c'est dans le cercle, je suis en train de parler de canvas element.8, tout comme ici j'utilisais window.8. Or ce sont des identifiants qui n'existent pas à l'intérieur du cercle. Donc il faut les y faire rentrer. Et pour les y faire rentrer, le plus simple, c'est peut-être au moment où on crée un nouveau cercle, eh bien de transmettre l'animation. Et dans la fonction init de l'animation, comment fait-on référence à l'animation elle-même? Donc comment à l'intérieur d'un objet fait-on référence à soi? Eh bien, c'est le mot-clé 10 qui nous sert à faire ça. Donc on va transmettre l'animation à chaque cercle. Alors ici on crée une variable pour récupérer l'animation, et moi je crée une variable que j'appelle animation. Voilà, ce sera... Et dans animation, je vais aller chercher le canvas, plutôt que d'aller lire les propriétés de la fenêtre. Alors, cette stratégie-là n'est peut-être pas la meilleure. Il faudra en rediscuter. Moi, je pense que je créerai encore les choses un peu autrement. Mais dans cette première approche, on va déjà travailler comme ça. Mais ici, si on crée 50 animations et qu'on transmet 50 références à l'animation, si on crée 50 cercles, pardon, et qu'on transmet 50 références à l'animation, j'avoue un peu d'ignorance par rapport à la manière avec laquelle JavaScript va optimiser la consommation de mémoire par rapport à ça, mais je soupçonne quand même que ça peut éventuellement poser un léger problème. Donc, en tout cas, que ce n'est pas la méthode la plus optimisée du monde. Alors ici, j'utilise animation à l'intérieur de la fonction constructeur, et donc ça fait référence à la variable qui a été transmise ici. Mais qu'en est-il de update coordinates qui a besoin d'avoir aussi accès à animation? Vous avez peut-être déjà anticipé la réponse, il faut créer une propriété, ce qui permet de partager la valeur entre les différentes méthodes de l'objet. Donc ici je peux continuer d'utiliser la variable, c'est pas gênant, et par contre ici j'utiliserai 10.animation pour faire référence à l'élément canvas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Ceci, il me paraît clair que c'est quelque chose qui est également propre à chaque cercle.
pouvoir avoir la faculté de se dessiner lui-même. Donc je vais extraire ceci et le mettre dans le cercle. Je vais juste minimiser un peu certaines fonctions parce que quand on s'en est occupé, ben, ça va, c'est bon. Alors 10.ctx, ben, ça ne va pas, c'est 10.animation.ctx. Donc comme ici, hein, on a, dans Update Coordinates, on avait besoin d'avoir accès au canvas. Quand il s'agit de redessiner, on a besoin d'avoir accès au contexte du canvas. Donc on va chercher ça dans 10.animation qui a été transmis au cercle. Et apparemment, voilà. Alors bien sûr, ce n'est plus 10.circleColor, on est dans le cercle, donc c'est 10.color, c'est 10.x et 10.y, c'est 10.radius et plus circle size. Voilà. Donc le cercle a maintenant la faculté de se dessiner. À quel moment est-il intéressant qu'il se dessine? Alors soit on le fait juste après avoir mis à jour les coordonnées, du coup on crée une relation de dépendance entre les deux fonctions qui est peut-être pas idéale, ou alors on va ici et on demande de, après avoir mis à jour les 50 coordonnées, on pourrait demander ici de dessiner. J'hésite, je ne suis pas super convaincu. Je vais virer la fonction qui est là, la fonction de dessin. Ça, et je vais quand même faire le lien entre les deux fonctions. Parce que ici, je vois pas de raison de... Je réfléchis. Il est somme toute tout à fait logique, prévisible et souhaitable qu'après avoir mis à jour les coordonnées, on demande de dessiner. Donc, je vais faire ça comme ça plutôt. Donc 10.draw. Si je ne refais pas une deuxième boucle non plus. Donc une fois qu'un cercle a mis à jour ses coordonnées, il se dessine. Bien, passons donc en revue maintenant l'évolution de notre code avant de le tester. Donc tout commence avec animation init, qui est cette fonction-ci. Cette fonction-ci crée 50 cercles qu'elle stocke dans une propriété nommée circle au pluriel et qui est un array. Ce qui va nous permettre d'agir sur chacun des cercles après à l'aide d'une boucle si on le souhaite. Donc, je crée cet array, je l'alimente en mettant à chaque itération un nouveau cercle auquel je transmets en plus les informations relatives à l'animation. Alors je ne suis pas obligé de transmettre tout. On pourrait peut-être ouais, simplifier. Je vais créer une variable ici que je vais appeler drawingContext, qui va être un objet qui va contenir C pour l'élément canvas et ctx pour le contexte du dessin. Je vais y arriver. Voilà. En fait, j'ai besoin pour le moment de transmettre que ça. Et pas l'intégralité du truc. Donc si je transmets ça, bah, je peux l'appeler canvas element, ainsi je n'ai rien à faire je pense dans mon... Voilà. Clac clac.
Et donc là, dans la fonction constructeur, quand je reçois, alors je ne vais pas l'appeler drawing context, du coup, je ne vais pas l'appeler animation, je vais l'appeler drawing context. Est-ce que j'en ai besoin encore ailleurs? Oui. Voilà. Donc ici, simplement, plutôt que de transmettre l'intégralité de l'animation, comme je l'avais fait juste avant, j'ai juste été chercher les deux propriétés qui m'intéressent, à savoir Canvas Element et CTX. Je les ai rassemblées dans un objet et je les ai transmises au nouveau cercle, histoire de diminuer un peu l'impact sur la mémoire, j'espère en tout cas. Voilà. Donc je pousse 50 cercles dans mon arrêt de cercle. Alors ce qui va peut-être poser problème, c'est que drawing context n'est pas encore alimenté. Donc là, au moment où je transmets drawing context vers mes cercles, il n'y a pas encore le canvas dedans, puisque je le crée juste après. Donc je vais le faire juste avant animate. Voilà. Donc la fonction animate nettoie le canvas, demande à chaque cercle de mettre à jour ses coordonnées, ce qui implique à la fin de se redessiner. Donc chaque cercle se redessine. Voilà, et puis demande de réappeler. Regardons ce que ça donne, il est peut-être temps de tester. Alors, drawingContext.canvasElement is nul. Et il me dit ça depuis Circle Line 5. Donc je vais peut-être... Parce que là, au moment où je le stocke, effectivement, le Canvas Element n'existe pas encore. Si je le mets après, ça devrait résoudre le problème. Voyons voir. Et ça a l'air de mieux marcher. Donc maintenant, j'ai 50 cercles qui se déplacent effectivement à l'écran, en respectant tous les mêmes contraintes par rapport à la fenêtre. Il n'y a apparemment aucune erreur. Voilà, profitons un peu du paysage. Alors ici j'ai mis 50. Il va de soi que si on veut travailler un peu proprement, on va créer une variable pour ça, donc circlesCount. Ici utiliser 10.circleCount. Voilà, ça continue de fonctionner très bien. La direction, vous voyez qu'au départ, elles s'en vont toutes vers le bas et vers la droite. On pourrait imaginer de les faire aller dans toutes les directions. Pour ça, il faudrait changer la vélocité. Donc ici, j'allais de 3 à 8, ce qui nous fait 5 valeurs. Donc on va plutôt répartir ces valeurs non pas de 3 à 8 pour la vélocité en Y. Ouais, mais si on les fait... Alors on pourrait multiplier ça par moins 1 de façon aléatoire. Donc on pourrait dire que la vélocité en x, c'est la valeur comprise entre 3 et 8 fois moins 1. Mais si je fais ça, j'ai toujours des valeurs qui vont dans l'autre sens, des valeurs négatives. Donc il faudrait multiplier par, non pas toujours moins 1, mais parfois par 1, parfois par moins 1. Donc ici on va multiplier par une expression qui vaudra soit moins 1, soit 1. En fonction du fait que math.random on peut optimiser ça, mais c'est pour que ce soit compréhensible que je le fais comme ça, est plus grand que 0.5. Puisque math.random renvoie une valeur qui est comprise entre
0 et 1, j'ai une chance sur 2 que ce soit supérieur à 0,5. Ça me semble pouvoir faire un test, on va essayer. Voilà, on en a effectivement, elles vont toutes vers le bas puisque je n'ai pas touché à Y, mais elles vont toutes vers le bas pour le moment. Et il y en a qui vont vers la gauche, il y en a qui vont vers la droite. Donc on peut faire la même chose ici. Voilà, et maintenant on en a qui vont vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Alors c'est pas tout à fait l'animation que je vous ai montré au départ, puisque ici il n'y a pas de notion de gravité. Mais je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc je vais peut-être arrêter là, et je ferai dans une autre vidéo une adaptation avec cette notion de gravité justement. Peut-être en repartant de cet exemple-ci. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier exercice. Sauf que, non, je ne vais pas tout à fait m'arrêter ici, parce que là, il y a un aspect qui ne me plaît pas énormément dans ce que j'ai fait, c'est que tout est dans un seul fichier. Vous voyez, j'ai ici une classe, et ici une animation, et puis animation init. Ça, c'est le principal, c'est mon animation. Ça, c'est une dépendance de mon animation. Mon animation a besoin d'avoir des cercles pour fonctionner, mais cette dépendance, il n'y a pas de raison qu'elle soit codée dans le même fichier. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rapidement mettre en place un système de compilation pour pouvoir sortir mon cercle de ce fichier et en faire un cercle à part. Donc première étape, je vais prendre le code de mon cercle, je vais créer un nouveau fichier JavaScript que je vais nommer circle.js. Je vais le coller là. Hop là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc maintenant j'ai bien mon circle.js qui est là. J'ai mon animation dans main. Alors fondamentalement ce que je veux faire c'est importer la classe. Donc, et je vais l'importer en tant que circle. Donc il faut lui donner un nom au moment de l'import. Je vais l'importer depuis un fichier qui est le fichier circle.js. D'ailleurs mon éditeur me le propose. Pour que ceci fonctionne avec les systèmes de modules de S6, eh bien, il faut avoir exporté la classe depuis son fichier. Donc on va exporter, ce sera l'export par défaut de ce fichier. Voilà. Et donc je lui donne un nom ici, qui est le nom que j'utilise évidemment à l'intérieur de mon code, donc c'est circle avec une majuscule, ici. Je pense que d'ailleurs si je ne le mets pas, vous allez voir, je pense que mon éditeur va me le signaler. Voilà, il me le dit ici. Il me dit missing import statement, insert import circle from circle, et il me le fait de façon automatique. Alors, si je teste mon code maintenant, normalement ça ne marche pas. Voilà. Import declarations may only appear at top level of module. Bon, bref, peu importe. Ce qui compte, c'est que pour le moment, ici ça ne marche pas, et ça ne marche pas dans les navigateurs tels quels. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un système qui va faire cette opération d'import, mais dans un fichier qui, lui, va être le fichier destiné à être utilisé dans le navigateur. Ce qui veut dire qu'à partir de là, nous allons devoir créer une distinction entre nos fichiers sources, circle et main, et les fichiers distribuables. Donc nous allons créer un nouveau dossier, deux dossiers même, un répertoire nommé src pour les sources, et un autre répertoire nommé dist pour les fichiers distribuables. Circle et main vont aller dans src. Alors il va me dire que je suis en train de déplacer des fichiers, il va me demander s'il faut chercher les références, ce qui va peut-être l'amener à faire des modifications sur
le lien dans index.html. Je ne veux pas qu'il modifie le lien dans index.html, je vais le modifier moi-même à la main. Je vais lui dire que, là maintenant, vous voyez qu'il me met en jaune et il me dit je ne veux pas le trouver, ce fichier-là, je ne sais pas où il est, cannot resolve file main.js. Je vais lui dire, en fait, il va être dans dist. Mais il n'y est pas encore. Donc là, il continue de me dire qu'il y a un problème. Et donc mon fichier HTML, lui, va utiliser vraiment le fichier distribuable que je n'ai pas encore créé et qui va être généré à partir de mes fichiers sources. Donc à partir de maintenant, quand vous faites du JavaScript, vous allez systématiquement vous retrouver dans cette situation d'avoir d'un côté vos fichiers sources, ceux que vous éditez, ceux dans lesquels vous travaillez, et un fichier dont vous ne vous tracassez pas, mais qui doit être généré par un processus de génération, et qui est celui qui est effectivement utilisé dans Index. Alors pour faire la génération, nous allons devoir utiliser des outils qui sont des outils qui sont développés en utilisant, alors je ne vais peut-être pas utiliser le terminal tel qu'il est là, parce qu'avec mon thème, c'est vraiment affreux. Donc je vais utiliser mon autre éditeur, enfin mon autre terminal. Donc je vais aller dans CD, je vais aller dans Bouncing Balls. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que je vais peut-être agrandir un peu, voilà, ça sera mieux. C'est peut-être un peu trop. Donc je recommence. Vous pouvez voir ici que j'ai index, dist, src. Bon, il va falloir que nous intégrions des outils qui donc vont être des dépendances pour notre projet. Ces dépendances, ce sont des dépendances Node, parce que ce sont des logiciels qui sont écrits en JavaScript. Et qui, pour s'exécuter, puisqu'ils ne s'exécutent pas dans un navigateur, ce sont des logiciels qui vont être exécutés sur mon ordinateur pendant que je code et qui n'ont pas besoin d'un navigateur, vont être exécutés à l'aide de la plateforme Node.js. Donc il faut avoir installé Node.js. Moi je l'ai installé, je suis à la version 13.7.0 ici. Vous pouvez vous en assurer en tapant la commande node-v. Si jamais vous ne l'avez pas, vous devez installer Node.js, première chose à faire. Quand vous installez Node.js, vous avez aussi installé, sans le savoir, un logiciel qui s'appelle NPM, qui est un logiciel qui va vous permettre de télécharger justement les logiciels, et pas seulement de télécharger, mais dans un premier temps de télécharger les logiciels écrits en Node dont vous avez besoin dans votre projet. Mais pour pouvoir commencer à le faire, le mieux c'est peut-être de dire que votre projet utilise Node et utilise des dépendances Node. Pour ça, vous commencez par faire la commande npm init. Il va vous poser des questions sur votre projet, quel est le nom du projet. Alors ici, c'est pas très grave dans le projet qu'on est en train de faire. Bon, il s'appelle Bouncing Balls. La version, c'est la version 1. Description, je n'en mets pas. Le point d'entrée, ce sera main.js. J'ai pas de commande de test parce que je suis pas dans une logique de développement orientée par les tests. Je n'ai pas de repository Git et donc pas de mots-clés pour le trouver non plus parce que c'est pas un truc que je vais distribuer. J'en suis l'auteur, mais en fait on s'en fout parce que je vais vraisemblablement jeter ce que je suis en train de faire. Licence, voilà. Il me demande est-ce que c'est OK. Alors si vous regardez, il me dit il est prêt à écrire un fichier nommé package.json qui va en fait recenser des scripts que vous pouvez exécuter, donc autrement dit des scripts qui vont permettre de démarrer les logiciels que vous allez télécharger et qui vont s'occuper de faire de la compilation, des choses comme ça, et un fichier qui va également lister les outils à télécharger. Ainsi, vous n'aurez pas besoin, quand vous allez mettre tout votre code sur GitHub par exemple, d'y mettre les outils aussi. Vous pouvez juste mettre le fichier package.json qui va contenir les indications de quels sont les outils. Et lorsque vous récupérerez depuis GitHub votre projet et que vous voudrez continuer de coder dedans, ou bien que vous voudrez partager le fait de coder avec quelqu'un d'autre, et bien cette personne pourra récupérer simplement votre projet GitHub, le fichier package.json et télécharger les outils à partir de là. Et ce sera manuel, automatique, pardon, et pas manuel. Vous allez voir. Est-ce que c'est OK? Oui. Donc maintenant, si je regarde ce qu'il y a dans mon projet, je vois qu'il y a un nouveau fichier, package.json. Si je regarde le contenu de ce fichier package.json, je vois qu'il y a tout ce que j'avais demandé. Donc maintenant, je vais ajouter dans mon projet des outils. Alors évidemment, il faut les connaître, hein, mais
je suis là pour ça. Donc je vais ajouter un premier outil qui est Laravel Mix. Alors il y a deux sortes d'outils qu'on peut ajouter. Il y a les outils qui vont effectivement être distribués avec vos fichiers à vous. Donc ce sont des dépendances dont votre projet a besoin pour fonctionner. Et puis vous avez des dépendances dont vous avez besoin pour développer. Donc les dépendances de développement, quand vous installez une dépendance de développement, ben vous mettez "-d" majuscule. Donc npm install-d majuscule. Alors on va commencer par installer la principale dont on a besoin et qui s'appelle Laravel Mix. Laravel c'est un framework PHP, mais c'est pas grave. En fait dans Laravel Mix, dans Laravel il y a une sous-partie qui est dédiée à tout ce qui concerne le front-end. Et c'est un utilitaire qui a été développé par Jeffrey Way, le responsable du site Laracast. Et cet utilitaire en fait est celui qui va vous permettre de réaliser tout un tas de tâches, telles que par exemple compiler vos fichiers SAS en CSS, ou encore compiler vos fichiers ES6 et vos modules ES6 en un seul fichier. Donc c'est ce dont on a besoin. Alors il a besoin d'autres dépendances qui malheureusement ne sont pas listées, parce que quand vous téléchargez une dépendance, eh bien, elle peut elle-même avoir des dépendances, et normalement il doit les installer aussi. Mais ici il en manque. Voilà, je ne sais pas très bien pourquoi, je n'ai pas fouillé le sujet. Et donc vous devez installer aussi CrossEnv. On aurait pu le faire en une seule commande. Je détaille en deux. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder la liste de nos fichiers. Et vous voyez qu'il y a un nouveau dossier qui est apparu, qui est le dossier Node Module. Ce dossier Node Module contient les logiciels justement que vous venez de télécharger. Et si je demande de lister Node Module, là vous voyez qu'il y en a énormément. Alors j'ai pas demandé tout ça, j'ai demandé Laravel Mix et j'ai demandé CrossEnv. Mais en fait Laravel Mix et CrossEnv ont eux-mêmes ne sont qu'une toute petite partie de ce que vous avez téléchargé, parce qu'ils se basent sur tout un écosystème d'autres logiciels. Donc ici vous avez téléchargé des tonnes d'autres logiciels en plus du logiciel dont vous avez vraiment besoin sans le savoir. Bien sûr, ces logiciels, vous pouvez les utiliser dans votre propre projet aussi. Mais ici, ce ne sera pas le cas dans ce qui nous intéresse pour le moment. Donc, Bouncing Balls a maintenant des outils de développement qu'on va pouvoir utiliser. Alors, il reste deux, trois choses à faire. Laravel Mix, c'est un emballage pour un outil qui s'appelle Webpack, qui est un peu compliqué à prendre en main from scratch, mais qui avec Laravel Mix est simple. Il y a un fichier de configuration à créer pour utiliser Webpack et donc Laravel Mix. Heureusement, ce fichier de configuration, il vous est fourni avec Laravel Mix et il faut le copier à la racine de votre projet. Donc ici, je vais utiliser la commande cp pour copier. Je vais copier un fichier qui se trouve dans voilà, qui se trouve dans Laravel Mix, plus précisément dans le dossier setup. Laravel Mix, il est dans Node Modules. Je vous ai dit que Node Modules contenait tous les logiciels que vous avez téléchargés, donc Laravel Mix s'y trouve. Dans Setup, il y a un fichier qui s'appelle webpack.mix.js et je vais le copier à la racine sous le nom webpack.mix.js. Si maintenant je regarde la liste de mes fichiers, je vois que webpack.mix.js s'y trouve. Et si je regarde le contenu de ce fichier, je vois que, alors il y a beaucoup de commentaires, des choses qui commencent par des 2 slash. En fait, il n'y a que une ligne ici qui importe Laravel Mix, c'est la moindre des choses, et qui stocke Laravel Mix dans un objet qui s'appelle mix. Et puis ici, une méthode de mix qui est utilisée et qui s'appelle JS et qui va prendre ce qui se trouve dans src. Alors lui, il attend un fichier app et nous, on va modifier ça, on va l'appeler main et le copier dans dist. Et puis, ils font aussi du SAS dans leur code d'exemple, mais moi, je ne fais pas de SAS, donc j'en ai pas besoin. Donc, je vais supprimer simplement cette ligne-là. Donc, je vais là, je supprime toute cette partie-là, dont j'ai pas besoin. Et ici, je change simplement le app en main. Voilà. Donc tout ça, je peux supprimer. C'est que des exemples. C'est une sorte de documentation, si vous voulez, pour vous éviter d'aller voir la documentation. Mais à votre place, j'éviterai de ne pas aller voir la documentation. Ben justement, en parlant de documentation, à un moment, il faut bien lancer les tâches qui sont prévues par Laravel Mix.
Et comme je l'ai dit tantôt, bah, il y a dans le fichier package.json des scripts qui vont vous permettre de lancer les logiciels, donc notamment Laravel Mix, que vous venez de télécharger avec npm. Mais là, pour le moment, en faisant seulement npm init, j'ai une bête tâche qui est juste un script de test. On peut d'ailleurs l'essayer. On va taper la commande npm run test et il met echo error no test specify et exit one no test specify, et puis il met des erreurs, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc manifestement cette instruction-ci s'est exécutée. Bon, ben moi ce que je veux c'est pas ça. Ce que je veux c'est exécuter des tâches de compilation. Donc on va aller dans la documentation de Laravel Mix. J'aurais pu ajouter .com, ça aurait été beaucoup plus vite. Voilà, sur la page d'accueil, vous allez trouver ici une section qui est consacrée au script. Vous copiez ça. Vous allez dans votre fichier npm package.json, pardon, remplacer script qui s'y trouve. Et maintenant, vous allez pouvoir exécuter une commande. Alors on va par exemple générer une version qui est utilisable en production de notre fichier npm, de notre fichier JS, pardon. Donc npm run prod pour production. Hop, il démarre. Ah, il me dit attention, il y a des dépendances additionnelles à installer. Il va le faire. Donc on attend un petit peu. Voilà, il l'a fait. Et là il me dit bah, ok, c'est fait avec succès. Ça m'a pris 12 secondes. Ce qui est long, mais la fois suivante, ça va pas prendre aussi longtemps parce que ici ça a nécessité voilà, ici ça a pris une demi-seconde. Et il a produit un fichier dans dist qui s'appelle main.js et qui pèse 3 kilooctets. C'est beaucoup 3 kilooctets, mais en fait il y a quand même une partie du code qui n'est pas un code écrit par vous. C'est du code. Alors déjà vous voyez que c'est du code illisible parce que le code a été obfusqué et a été minifié. Donc si vous voulez voir une version lisible du code qui est produit, il ne faut pas passer en mode prod, mais il faut passer en mode dev. Là vous avez un fichier qui est beaucoup plus gros, mais qu'évidemment vous n'utilisez que pendant que vous développez. Quand vous voulez mettre le site en ligne, vous ne faites pas npm run dev, vous faites npm run prod. Donc là maintenant, si vous regardez, voilà, vous avez un fichier qui est lisible, et vous voyez qu'il y a des tas de trucs qui ne sont pas des trucs que vous avez écrits. Les trucs que vous avez écrits, les voilà. Et vous voyez qu'il n'y a pas le mot-clé classe, par exemple, pour circle, mais qu'il y a le mot-clé var, qui est un mot qui existe depuis très longtemps dans JavaScript. En fait, une des choses que vient de faire Laravel Mix, bah, c'est de rendre le code que vous avez écrit et qui est du code ES6 compatible avec les anciens navigateurs. Donc normalement, votre code, ici, il est compatible avec les anciens navigateurs. En tout cas, avec un certain nombre d'anciens navigateurs. Mais vous voyez aussi que du coup, il a ajouté des choses que vous n'avez pas demandé. On s'en fout, c'est pas grave. C'est le prix à payer. C'est pas un énorme prix, parce que ce n'est que quelques kilooctets qui sont ajoutés. Si ça devenait 200 kilooctets, ça commencerait à être problématique. Mais ici, c'est pas le cas. Bon, pendant que vous développez, vous allez me dire, bah, c'est fastidieux, je dois à chaque fois taper la commande npm run dev, npm run prod. Donc déjà, on va regarder si notre code fonctionne, et notre code fonctionne. Donc ça c'est bon. Et pendant que vous développez, vous pouvez demander que votre Laravel Mix observe en permanence tous les enregistrements que vous faites. Donc ici, j'ai fait npm run watch, ça va lancer une nouvelle tâche. Watch, ça veut dire regarder. Voilà. Et là, bah, chaque fois que vous allez faire une modification dans votre code, donc je vais dans mon code source, bien sûr, je vais dans main et je vais dire je veux pas 50, j'en veux pas 50. Je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça d'ailleurs. Ça, je peux le mettre au-dessus. Voilà, on va tout de suite faire une modification. Circles count 2.50.
regardez, vous avez vu la notification qui vient d'apparaître en haut à droite. Alors ça n'a rien changé, il faut que j'actualise quand même mon navigateur, ça n'a rien changé. Mais si maintenant je dis que j'en veux 5, j'enregistre, regardez en haut à droite, hop, il a compilé tout seul, j'actualise, et là, j'en ai plus que 5. Par contre, il dit là que this.circles crochet i is undefined, parce que vraisemblablement j'ai continué d'utiliser une valeur en dur quelque part. Effectivement ici, donc circles count, et même plus précisément 10.circlesCount. Et ici, OK. Donc on va actualiser, et voilà, ça remarche. Alors il y a encore mieux, il peut actualiser pour vous votre navigateur. Pour ça, il faut utiliser une autre tâche, qui est la tâche hot. Et non seulement il actualise votre navigateur, mais il préserve les valeurs des variables. Donc ça, c'est valable avec la tâche hot. Et pour qu'elle fonctionne, cette tâche hot, pour pouvoir vraiment en bénéficier, voilà, pour pouvoir vraiment en bénéficier, vous devez utiliser, alors c'est passé très vite, mais en fait il vient de lancer un serveur, et il va communiquer avec ce serveur. Donc vous ne devez pas utiliser ceci pour accéder à votre page, mais vous devez utiliser le serveur qui a été lancé, qui est sur localhost 2.80.80. Voilà, là ça, HMR c'est pour Hot Module Reload. Il va faire du rechargement à chaud dans votre navigateur. Donc quand vous allez modifier un module, ce module va se mettre à jour tout seul ici. On va faire le test. Je vais changer ici, je vais en mettre 12. J'enregistre, regardez en haut à droite. Maintenant, je ne vais pas actualiser mon navigateur, je vais dans mon navigateur et je vois que j'ai plus de balles sans que j'ai dû faire F5 ou commande R. Donc il a mis à jour tout seul le navigateur. Ça, c'est la solution ultime. Alors pour savoir à quelle adresse le serveur sert, vous pouvez regarder dans le fichier hot qui a été mis là. Voilà. Vous voyez, c'est localhost 8080. Alors, dans un projet comme celui-là, vous pouvez aussi créer un fichier gitignore pour tout ce qui concerne votre système de version. Voilà, c'est un fichier texte. Et dans gitignore, alors vous pouvez vous passer de mettre dans votre système de version très certainement le dossier module. Il y a aussi un dossier .ida qui n'est pas visible mais qui concerne les réglages de mon éditeur ici en local. Donc ça je ne vais pas le mettre. Le fichier hot, bah, il n'y a pas besoin non plus. Mix manifest, ça c'est généré par Mix. Pas besoin de le mettre sur votre système de version. Le package.json et le package.log par contre il faut les mettre. Webpack.mix aussi. Vos sources certainement. Et puis dist, ben, ça dépend. Vous pouvez les mettre, vous pouvez ne pas les mettre. Si vous ne les mettez pas, il est évident qu'il faut régénérer un répertoire dist. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander de... Enfin, non. Non. Voilà. Il faut régénérer le répertoire dist lorsque vous récupérez votre projet depuis GitHub. Voilà, ça c'est facultatif. En tout cas, ces quatre-là, vous pouvez certainement vous passer de les ajouter à votre système de contrôle de version. Voilà, une vidéo qui me paraît extrêmement complète. Il n'y a pas encore de notion physique dans ce qu'on vient de faire. C'est extrêmement basique, ça n'essaye pas de mimer la réalité, mais en tout cas c'était une occasion de faire tout un setup jusqu'au bout et d'introduire ces notions de modules assez brièvement, c'est vrai, mais de façon suffisante pour ce qui va nous être utile dans la suite de notre apprentissage.